La première année d'accréditation avec la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, se déroule dans un climat de travail difficile. Après le maraudage de 79 qui n'a pas eu le succès escompté, un groupe de militantes et de militants revient en force au sein du comité exécutif à l'automne 1982. Malgré tout, la nouvelle équipe fait toujours face à une ingérence dans les dossiers locaux par le bureau chef du local 298 FTQ. Une démission en bloc, en mai 1984, annoncera de grands changements à l'intérieur de notre mouvement syndical. Finalement, le 9 décembre 1985, le changement d'allégeance devient officiel et notre organisation débute son nouveau parcours avec la centrale syndicale. Notre syndicat célèbre cette année ses 25 ans. Or, le projet de créer ce syndicat pour les travailleuses et les travailleurs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est né depuis bien plus longtemps que 25 ans. Dans les faits, ça fait plus de 30 ans, puisque c'est en 1979, la première fois où nous avons tenté de créer notre syndicat CSN. Une tentative qui a échoué à cette époque. Alors, pendant les 5 années qui nous ont séparés de 1985, toujours alors qu'on était syndiqués au local de 9-8, mais pendant ces années-là, on a tenté malgré tout d'imprimer notre marque, d'imprimer notre volonté de se doter d'une organisation syndicale démocratique, qui soit combative et qui soit autonome. En 1982, notamment à l'automne, quand il y a eu des élections syndicales, on a constitué une équipe d'opposition qui s'est présentée à l'exécutif et qui a gagné cette élection-là. Alors, vous vous doutez bien qu'à cette époque, on a été sous très haute surveillance parce que le local de 9-8 sentait de notre part notre volonté éventuelle d'aller à la CSN. On ne l'a jamais dit ouvertement, bien sûr, mais cette volonté-là, elle était très palpable parce que notre façon de travailler était bien différente que celle que le local de 9-8 voulait qu'on ait. Alors, bien sûr, en 82, pendant toute cette année-là, on était arrivé en fonction, on était inexpérimenté, tout ça, mais on était plein de volonté, on était plein de fougue, si je puis dire, et on voulait aller de l'avant. Le syndicat du local de 9-8 est souvent intervenu par-dessus notre tête. Il est intervenu auprès de la direction de l'établissement, parfois pour régler des dossiers sans que nous, on le sache. Il est également intervenu directement auprès de nos membres, notamment au printemps 84, après le congrès de la FTQ, où nous avions, nous, été très critiques par rapport à l'orientation que la FTQ prenait à ce moment-là. C'était le congrès qui a mis en place le Fonds de solidarité. Suite à cet affront, parce que c'est comme ça qu'on l'a pris, on a décidé, l'ensemble des membres de l'exécutif, de poser un geste politique. On a signé notre démission en bloc. On a expliqué aux membres pourquoi on faisait ça, parce qu'on était convaincus que continuer à ce moment-là d'être à l'exécutif du syndicat, c'était miner notre propre crédibilité vis-à-vis de nos membres. Et on a commencé à préparer concrètement la prochaine campagne de changement d'allégeance syndicale qui arrivait au printemps suivant. Alors, on s'est préparé pendant toute une année qui a servi à s'assurer que le jour où nous commencerions à faire signer des cartes CSN, à demander aux gens de nous donner leurs 2 $ pour se faire, nous étions certains que nous aurions la majorité. Je pense que la première journée où on a fait signer des cartes, on a dû en sortir à peu près 500. Les gens attendaient littéralement que l'on commence cette opération-là. Elle s'est conclue en moins de 3 semaines. C'était définitif, irréversible. Le local de 9-8 ne pouvait plus changer le cours des choses. Donc, on a déposé notre requête en accréditation au début du mois de mai 85. On a été accrédité 7 mois plus tard, le 8 décembre 85, et c'est ainsi qu'est né le syndicat des travailleuses et des travailleurs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, CSN. Moi, ça me reporte à janvier 1985, lorsqu'on est venu me contacter pour me convaincre de participer au comité de maraudage. Parce qu'à l'époque, j'étais un ancien militant qui avait participé à plusieurs luttes depuis 1976. Mais j'étais pas chaud parce qu'en 1978, on avait fait une tentative de passer à la CSN qui s'était soldée par un désastre parce que l'organisation à l'époque était pitoyable et j'en avais gardé un goût amer. Mais on m'a convaincu de participer au moins à la rencontre préliminaire où je ferais connaissance de l'organisateur CSN et des autres membres qui avaient initié le maraudage.
L'organisateur était Gilles Doucet. Il m'a paru sympathique, honnête, puis en plus, la plupart des gens qui composaient le noyau du comité de maraudage, c'était mes anciens camarades. Je me suis aperçu qu'on avait des très bonnes chances. L'opportunité de changer la structure syndicale, l'affiliation, ça éveillait des espoirs ou des désirs endormis chez nombre de vieux militants et chez les jeunes aussi. La journée où on a déposé la demande d'accréditation, on avait 57%, ce qui était déjà beau parce qu'on partait de loin ici. L'accréditation est survenue au moment des négociations de 86-87. Et que ça nous a donné du vent dans les voiles, suffisamment pour avoir des assemblées comme j'avais jamais vu, jusqu'à 700 personnes sur le temps de travail, avec des idées assez cocasses, comme de faire des repas gratuits, en faisant des faux dollars à l'effigie du ministre Gobeil, qui se trouvait être le président du Conseil du Trésor à l'époque. Et ce moyen d'action-là avait été si populaire que c'est tout juste le directeur général n'a pas participé. En tout cas, les chirurgiens, les médecins, les anesthésistes sont descendus tous cette journée-là pour avoir droit à un repas gratuit en utilisant nos dollars. Et on a vidé la cuisine au complet. Je conserve un bon souvenir, même si depuis cette époque-là, j'ai pris mes distances au niveau du militantisme, mais je vois qu'à chaque renouvellement de l'équipe syndicale, il y a toujours une bonne partie de gens honnêtes et intègres qui sont là pour continuer à préserver cette militantisme-là qu'on avait réussi à réanimer il y a 25 ans. Donc, je leur souhaite un franc succès pour les 25 autres années et que ces anniversaires-là se répètent plusieurs fois dans l'avenir. Au même moment, le secteur public dépose sa demande au gouvernement pour le renouvellement de la convention collective. Le syndicat vit sa première négociation à l'échelle nationale. La mobilisation débute en mars 86. 2 assemblées, sur le temps de travail, se déroulent à l'automne de la même année, ainsi que de nombreuses manifestations dont une marche funèbre. Au début 87, un peu plus de la moitié des membres sont prêts à défier la loi 160 et près de 80% de l'Assemblée votent pour un arrêt de travail d'une journée. À l'automne, survient une entente de principe avec le gouvernement. Une première lettre d'entente permet de débuter les travaux sur l'équité salariale. C'est également une première participation au congrès de la Fédération des affaires sociales, la FAS, à l'intérieur de notre nouvelle structure syndicale, loin des griffes du local 298. On ne peut pas fêter 25 ans de notre syndicat sans parler de la grève de 89, parce que la grève de 89, c'est sûr qu'il y a eu plusieurs négociations là, dans notre syndicat, mais la grève de 89 était la première grosse mobilisation depuis qu'on était un syndicat CSN. Faut dire que dans les revendications, le gros dossier, c'était le dossier de l'équité salariale. Un dossier qu'on va traîner longtemps, n'est-ce pas, parce que ça s'est réglé qu'en 2006. À partir du moment où le gouvernement a décidé de nous attaquer avec la loi 160, on est allé à la recherche de mandat de grève. Pour nous autres, le mandat de grève a été fait en Assemblée générale et ça s'est fait chez les pères franciscains dans le cadre d'un débrayage déjà de 2 heures sur le temps de travail pour pouvoir aller voter. Il fallait voir cette marée de monde-là qui descendait la côte de l'urgence pour se diriger vers le boulevard Rosemont. Il y avait des gens partout dans la salle, bien sûr, dans le stationnement, tout autour de l'édifice. Maintenant, ce vote de grève-là, on l'a gagné à plus de 76 %, c'est peut-être à plus de 80 %. Je n'ai pas vu dernièrement les chiffres, mais c'était un vote important dans le sens aussi par le nombre de gens qui étaient décidés à se battre contre ce gouvernement-là, qui venait attaquer notre droit le plus légitime de pouvoir exercer des moyens de pression pour être capable d'obtenir des avancées dans nos conventions collectives. Cette grève-là a été aussi l'occasion de se rendre compte de l'effritement du Front commun qui avait existé à partir des années 70 dans le réseau. C'est lors de cette négociation-là que la FIC et la FTQ ont décidé de faire cavalier seul et de tenter de négocier chacun de leur côté. La FIC avait pris les devants
vu qu'il y avait un blocage aux tables de négociation, ils avaient décidé d'aller déjà de l'avant avec des moyens de pression lourds. Donc, ils sont allés en grève en partant en quelque part dans le mois de juillet de cette année-là. Et ils ont fait 7 jours de grève. Le gouvernement a appliqué la loi 160 pour les infirmières pour les forcer à rentrer au travail, ce qu'elles ont fait. Et nous, on a réagi à cette application-là de la loi 160 pour les infirmières. Comme nos gens étaient très mobilisés, ça a été de l'huile jetée sur le feu. Et tout le monde voulait sortir pour réagir à ce que le gouvernement, à cette attaque-là encore que le gouvernement venait de faire. On a fait 5 jours de grève qui ont été suivis d'un conseil fédéral où on devait faire le point sur ce qui se passait sur chacune des lignes de piquetage. Et ça s'est terminé avec un vote pour un retour au travail. Donc, on entrait en trêve et on s'est rallié à la décision du conseil fédéral. On est revenu ici à l'hôpital et on a tous repris notre travail à partir de la 6e journée. Maintenant, cette trêve-là avait des impacts parce que ça a permis au gouvernement, d'une certaine façon, d'appliquer les sanctions prévues à la loi 160. La première des sanctions, c'était la suspension de la formule REM. Donc, il fallait, au lieu de recevoir les cotisations de façon automatique prélevées par l'employeur sur chaque paye des employés, il fallait procéder annuellement à recevoir ces cotisations-là. Mais comme nos gens étaient bien motivés, ici, on n'a pas eu vraiment de problème. On peut dire qu'à plus de 90 % les gens venaient s'acquitter de cette cotisation-là de façon régulière. L'autre grosse pénalité, c'était les amendes. C'était 1 journée de perte de salaire par journée de grève. Ces amendes-là ont été prélevées sur les payes. On avait fait une entente avec l'employeur pour pas que ce soit prélevé à plus que 20 % comme c'était prévu dans la convention collective du salaire gagné. Et la beauté de la chose, c'est que on avait fait une demande à la CSN afin que ces pénalités-là soient remboursées par le fonds de grève des travailleurs à la CSN. Et en Conseil confédéral, la majorité des syndicats CSN ont acquiescé à notre demande et ont permis à la CSN de rembourser les amendes. Outre les amendes, la 3e grande pénalité, c'était la suspension de l'ancienneté. Et cette suspension-là d'ancienneté, quand l'employeur a voulu l'appliquer, on a réussi à le convaincre qu'il se mettrait dans le pétrin plus qu'autre chose, parce qu'on avait beaucoup de gens sur les listes de rappel. Et il fonctionnait beaucoup avec ça pour remplacer sur les unités de soins. Finalement, ça a été ça a tombé. C'est quelque chose qui a tombé de fait. Fait qu'au total, quand on regarde l'ensemble de cette grève-là, je dirais que ça a été quand même un très grand moment de solidarité pour notre syndicat. L'année 88 signifie le départ de nos camarades vers des CLSC. Cependant, une entente négociée prévoyant notamment la création de plusieurs postes permet d'exporter notre culture syndicale vers un autre établissement de santé. Dès l'été, les prochaines grandes négociations se préparent pour l'année 89. En février, l'affichage symbolique de 95 postes abolis pendant la durée du contrat de travail lance le bal des moyens de pression. Près de 200 candidatures sont reçues. Après les élections provinciales en août 89, une grève générale de 5 jours débute le 12 septembre. La loi 160 refait surface et les sanctions demeurent sévères. C'est l'époque de la retenue plus. Finalement, une entente survient au printemps de l'année 1990 avec des gains sur la transformation des heures en postes permanents et la formation des employés. Ce nouveau contrat de travail est malheureusement taché de la trêve qui a mis de côté les moyens de pression, dont la grève prévue. Cette décision provoque de nombreux débats dans les instances syndicales. Le 8 décembre 1990, à l'occasion du Congrès, notre première présidente, Francine Lévesque, est élue au comité exécutif de la Fédération avec une équipe combative. Elle demeure toujours membre de notre syndicat et occupe maintenant la présidence du comité exécutif. Plusieurs de nos membres accéderont à des fonctions électives à l'intérieur des instances et le mouvement de la CSN au fil des années. À la fin des années 80, alors que j'étais présidente de notre syndicat local, je participais régulièrement aux instances de la Fédération, qui était à l'époque la Fédération des affaires sociales, et j'ai voulu participer au comité de la condition féminine de la Fédération.
La fin des années 80 a aussi été marquée par le renouvellement de notre convention collective. Le dossier principal que l'on portait à l'époque, c'est le dossier de l'équité salariale. Alors évidemment, en tant que féministe, j'étais très intéressée par ce dossier-là aussi, qui était le dossier principal que l'on portait à la négociation. On a fait la grève, on a fait la trêve, on a été frappés par la loi 160 et ça a été vraiment une période très difficile à l'intérieur de nos rangs, tant au niveau du syndicat qu'au niveau de la fédération. Je suis beaucoup intervenue pour faire valoir mon point de vue, faire valoir les intérêts des membres de notre syndicat, faire valoir également le sentiment de trahison qu'on avait senti par rapport à l'orientation que la direction de la fédération avait donnée à notre négociation en nous amenant en trêve. Moi, j'intervenais souvent et à cet égard-là, les gens me reconnaissaient donc comme étant une bonne porte-parole de leurs sentiments, de leur vision, de leurs préoccupations. Donc, aussitôt que la négociation a été terminée, j'ai été élue par l'ensemble des délégués qu'on appelle en conseil fédéral de la fédération. J'ai été élue pour les représenter au comité du bilan de la négociation. Ce comité-là a travaillé pendant plus de 6 mois pour présenter un rapport, encore une fois, dans une autre instance qui s'est tenue à l'automne de 1990. Rapport qui a toujours été très critique, encore une fois, à l'égard de la direction, mais qui a été très bien reçu, cependant, par les membres. Donc, en même temps, pendant cette période-là, j'ai contribué avec plusieurs autres militants et militantes à mettre en place une équipe d'opposition pour être candidat à l'élection à l'exécutif de la fédération, donc à ce congrès-là. Toute notre équipe a été élue. Très précisément, je m'en souviens très bien, le 8 décembre 1990, 5 ans, jour pour jour, après que notre syndicat a été accrédité à la CSN. Depuis ce temps, j'ai occupé les fonctions de ces fonctions de vice-présidente responsable à la condition féminine jusqu'au congrès de 2007, où cette fois-là, les délégués m'ont confié la responsabilité de la présidence de la fédération. Or, pendant toutes ces années, j'ai toujours, moi, été portée par la volonté de bien représenter les membres qui m'ont fait confiance pour la première fois ici à l'hôpital, dans un premier temps, et aussi l'ensemble des membres qui sont affiliés à la Fédération de la santé et des services sociaux. À la suite du nouveau contrat, la reconversion des heures est en cours en 1991. En juin, la mobilisation démontre une fois de plus sa force avec la bataille des congés de maternité. Avec l'appui du Comité de la condition féminine de la Fédération des affaires sociales, l'employeur décide de reculer dans le dossier. À la fin de la même année, une campagne de recrutement permet de bâtir une équipe de 36 délégués de département. On n'est pas de trop pour affronter la réforme Côté. Au début des années 90, j'étais présidente du syndicat depuis pas très longtemps. On a entrepris une bataille que j'appellerais la bataille pour le droit au congé de maternité. En fait, la direction des ressources humaines et le bureau de santé ont décidé à ce moment-là de refuser à une travailleuse son congé de maternité, sous prétexte qu'elle avait volontairement mis fin à sa grossesse. Dans les faits, la travailleuse avait accouché d'un enfant mort-né. Cette décision-là avait été prise pour des raisons de santé, des raisons de maladie. Cette intervention-là était considérée par le médecin comme un accouchement et la convention collective était claire, elle a le droit à son congé de maternité. Après des discussions avec la direction de l'hôpital, il a été clair assez rapidement pour nous que la décision ne changerait pas et que l'hôpital maintiendrait son point de vue. Alors, on a décidé de mettre de l'avant un plan d'action pour défendre cette travailleuse-là, mais également pour défendre le droit au congé de maternité. Même si la décision ne touchait qu'une seule travailleuse, c'est la force des 1800 membres qu'on a mis au service de cette cause-là à ce moment-là. Le point culminant de notre plan d'action a été une journée santé, sécurité et respect qu'on a faite avec la participation de M. Michel Chartrand. Michel Chartrand qui est venu avec un journaliste et une caméra visiter l'hôpital, visiter les installations, rencontrer surtout les travailleuses et travailleurs. Évidemment, la direction des ressources humaines n'a pas trouvé ça très drôle de nous voir se promener avec quelqu'un d'aussi populaire que Michel Chartrand et surtout avec une caméra. La conseillère en ressources humaines nous trouve finalement à la cafétéria où on est assis en train de dîner. Et là, elle vient et elle nous dit qu'on n'a pas le droit, que M. Chartrand n'a pas le droit d'être là, les caméras, on ne peut pas se promener avec des caméras dans l'hôpital. Et M. Chartrand, à ce moment-là, la regarde d'un air candide et lui dit « Mais madame, est-ce que vous traitez mal à ce point vos travailleurs que vous avez honte qu'on les voit? » Finalement, on a eu la paix après ça, on a pu continuer notre journée de mobilisation.
et ça a été un franc succès. On a organisé aussi une manifestation avec le soutien de la Fédération devant les bureaux de l'AHQ. Le directeur général de l'AHQ se demandait bien qu'est-ce que la Fédération avait à manifester devant chez eux ce matin-là. Alors, quand on est monté à ses bureaux pour aller lui expliquer la raison de notre présence, il a été assez surpris. Devant nous, il a pris le téléphone et il a appelé le directeur général de l'hôpital, à l'époque, c'est Claude Desjardins, pour lui dire, presque texto, « Vous allez m'arrêter ça, cette niaiserie-là. » Alors, nous, on était comme un peu contents. On est repartis, on s'est envenu à l'hôpital. M. Desjardins nous attendait presque dans la porte. Et il nous a dit, « Écoutez, j'ai rappelé d'urgence le directeur des ressources humaines, qui était M. Joron, qui était parti à la pêche. Il l'a rappelé et il s'en vient, ça va se régler. » Alors, dès que M. Joron est arrivé à l'hôpital, pas très content d'avoir écourté ses vacances, évidemment, le problème s'est réglé. À notre entière satisfaction, la travailleuse est partie en congé de maternité, est allée panser ses plaies et sa peine. Et à ma connaissance, jamais à l'hôpital, on a refait ou retenté une attaque aussi majeure à un dossier aussi important que les congés de maternité. Pour nous, ça a été une belle leçon parce qu'on a, à ce moment-là, réalisé que les batailles pouvaient se faire, oui, pour l'ensemble des individus, oui, pour la convention collective, la négociation, mais qu'une bataille, ça se fait aussi sur des principes et qu'on n'a pas besoin d'avoir 1000 travailleurs touchés pour partir en guerre. Une travailleuse a été touchée dans un droit fondamental et l'ensemble des forces syndicales de l'hôpital se sont mis derrière elle pour la défendre.